Hello à tous et bienvenue dans The Big Shift. L'épisode que vous allez écouter est un format spécial. Plusieurs fois par an, je participe au festival du Clean Project, qui est d'ailleurs porté par Pierre-Ambroise Boss, qui est passé dans The Big Shift déjà. Allez écouter cet épisode. Ce format, c'est des interviews plus courtes avec des entrepreneurs et des entrepreneuses qui s'engagent pour transformer notre économie et qu'on enregistre en live au festival. Ici, je discute avec Com Drescher, qui a 29 ans et qui est fondateur d'une marque de voitures. Alors pas n'importe laquelle, la plus petite voiture du monde. Même si dans cet épisode, on n'a tous les deux pas forcément la même vision du futur de la mobilité, j'ai trouvé que la conversation était hyper intéressante pour comprendre comment est-ce qu'on peut aller de l'avant avec l'industrie automobile. Bonne écoute. Mais quel plaisir de commencer ce The Clean Project sous le soleil, à Bastille, à Paris, avec un épisode de podcast sur la mobilité. Salut tout le monde, je suis trop content d'être là avec vous aujourd'hui pour le kick-off du festival Le Clean Project qui va durer pendant 2 jours ici. Il va y avoir des défis avec des ambassadeurs de renom. J'ai même entendu qu'il y avait des sportifs olympiques qui passaient. Et on commence le festival avec une interview de Com Drescher. Salut Com. Salut, enchanté. Merci pour l'accueil. Eh ben, avec grand plaisir. On est trop content que tu sois là. T'es le fondateur de Biro, qui est une entreprise de mobilité. T'es super jeune. On a des voitures d'ailleurs qui sont représentées ici sur le festival, des micro-voitures de mobilité électrique. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as eu cette idée, à quel âge tu l'as eu et comment est-ce que tu as créé cette entreprise? Alors en fait, j'ai eu cette idée folle. Elle est née d'une passion que j'avais pour l'automobile. J'ai démarré des études en ingénierie automobile, peu ennuyant, mais je dois démarrer par ce point. Et pendant mes études, au fur et à mesure qu'on avançait, je me disais, c'est dingue. On est en train de construire des véhicules de plus en plus grands, de plus en plus gros, alors que nos villes ont besoin de véhicules de plus en plus petits, écologiques. Et là, on est en train de m'expliquer comment construire un véhicule de tonnes, quoi. Au début de mon master, il fallait faire une thèse et je me suis dit, pourquoi pas faire une étude de cas sur un vrai projet de mobilité qui me tient à cœur. Il fallait que je bosse sur quelque chose qui ait du sens. Parce que certes, ingénieur automobile, c'est passionnant, mais est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on a vraiment besoin de moi sur ce sujet? Et donc, je me suis dit, il faut qu'on bosse sur la plus petite voiture du monde. À la base, on n'avait pas pensé une voiture électrique, quoi. Et donc, on s'est dit, allons-y, il faut qu'on trouve une forme de ce véhicule qui puisse accueillir les dimensions les plus optimisées du monde. Et donc, on est parti, en fait, d'un projet qui fabriquait des cabines de tracteurs haute sécurité. Prends une cabine de tracteur, tu mets 4 roues et on en fait un concept de mobilité. Et c'est ce qui nous a permis de faire un véhicule qui fait qu'1,80 m de long sur 1,10 m de large. Ouais, donc, ça paraît gros, mais c'est tout petit. Ça permet de se garer sur une place de parking à la verticale, par exemple. Voilà, changement technique de micro. C'était donc super rapide, bravo la régie. Pit stop, ça fait partie du langage approprié, exactement. Mais alors, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi le concept de Biro? Donc, la voiture la plus petite du monde, je comprends, il y a un point intéressant, c'est qu'une voiture petite, probablement que c'est une voiture légère. Tu disais que l'objectif, c'est de pas faire des voitures de 2 tonnes, parce que c'est ça qui prend le plus de matière, c'est ça qui bouffe le plus d'énergie pour déplacer la voiture, c'est ça qui bouffe le plus d'espace dans l'environnement urbain. Alors, faire la voiture la plus petite du monde, d'accord, mais c'est quoi le concept derrière Biro? Est-ce qu'il y a un concept plus général? Il y a un concept plus général, si tu veux, c'est certes, en étant le plus petit véhicule, on consomme moins de matériaux en production, les batteries sont plus petites, et il y a aussi un aspect d'éco-conception derrière ce véhicule, parce qu'on a des matériaux tels que l'acier et le rotomoulé ABS qui sont autour de la carrosserie, qui sont très facilement recyclables. La partie plastique de nos véhicules, on les remet en machine et on refait des nouvelles pièces plastiques. Et donc, on avait créé même la Biro O2 qui reprenait en fait du plastique recyclé pour en faire notre carrosserie. D'accord. Et donc, l'idée, c'était de faire des véhicules les plus petits, mais les plus durables aussi. On a des véhicules qui vont tenir 10, 15 ans et derrière qui vont être reconditionnés et remis sur le marché. Donc voilà. Et la partie électrique, c'était simplement
pour pas avoir un petit véhicule thermique qui tremble de partout. Mais c'est pas parce qu'on est électrique qu'on est toujours écolo. C'est parce qu'on est léger qu'on est écolo. Ouais, ça c'est une très bonne remarque et je pense que c'est un très bon point à soulever parce qu'effectivement, un SUV électrique de 2 tonnes, est-ce que ça a vraiment du sens? La production des batteries d'un Hummer électrique, elle va polluer tout autant qu'un cycle d'un véhicule thermique de la même catégorie. Donc ça n'a aucun intérêt. Oui. Je pense que le mix idéal dans l'automobile, ça va être pour le quotidien des véhicules le plus petit possible en ville et un mix de véhicules électriques, thermiques en fonction du besoin et de l'utilisation de façon à optimiser tout ce qui est production, recyclage et utilisation au quotidien de nos véhicules. Si on prend un peu une sorte de prise de recul, on essaie de regarder un peu plus d'une façon générale, c'est quoi pour toi le gros problème de la mobilité aujourd'hui? Aujourd'hui, le gros problème de la mobilité, c'est que nos véhicules, alors nos villes peuvent accueillir des véhicules de plus en plus petits. On peut plus, on a des villes qui sont complètement saturées. Ouais. De un. Il y a un aspect on n'en parle pas beaucoup, mais qui est quand même assez important, c'est l'accessibilité de l'automobile. Aujourd'hui, moi j'ai 29 ans, j'ai pas les moyens de m'acheter un véhicule 4-5 places standard, parce que les véhicules sont trop chers aujourd'hui, et donc on doit redimensionner notre consommation de la mobilité. Et alors, c'est prévu pour quel usage du coup, une Biro? Qu'est-ce que ça remplace? La Biro, elle va remplacer une bagnole classique ou une citadine en ville pour aller faire des déplacements du quotidien d'environ 10, 20, 30 km par jour, qui va également aussi permettre à des gens sans permis d'aller au travail, parce on a un projet d'ailleurs qui est en train et qu'on a lancé depuis un an, dans le sud de la France. On promeut l'insertion au travail grâce à ces véhicules sans permis. On sort maintenant du concept de j'ai perdu mon permis, donc j'achète une sans permis. Non, j'ai un besoin de mobilité qui se cantonne à 10-20 km. Je n'ai pas forcément besoin d'un véhicule avec permis. Et donc, ces petits véhicules sont largement suffisants et sont accessibles pas seulement à l'achat, à la location pour 100, 120, 130 euros par mois, une location sans apport pour aller bosser, pour emmener ses enfants à l'école, pour faire des courses, pour transporter du matériel. Donc, ça va s'adresser aux privés, aux artisans, aux demandeurs d'emploi. Et donc, il va falloir qu'on bosse avec les garages solidaires, la Croix-Rouge Mobilité, pour promouvoir ces véhicules en ville, mais aussi dans certains espaces ruraux où on n'a pas toujours de transport public. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup aussi, le réancrage dans le territoire. Et du coup, le fait de faire des véhicules plus petits, ça permet aussi de décentraliser un peu plus la production, de décentraliser les points de vente. Et tu vois, quand tu dis faire des partenariats, en fait, c'est des voitures qui sont plus simples aussi à construire, ce qui permet aussi de faire de la réinsertion professionnelle dans les ateliers de production. Voilà. Je trouve que c'est hyper complet. Et je rebondis sur un point qui est la production européenne. C'est quand même important de faire bosser nos ouvriers locaux, nos ingénieurs européens, etc. Parce qu'avec l'automobile, on voit un effondrement de l'automobile. On est en train de perdre du savoir-faire en Europe sur l'industrie. Et on a décentralisé le savoir-faire en dehors de l'Europe. Et sur ces petits véhicules, on a encore une carte à jouer. C'est pas trop tard. Et une production locale permet un bel acheminement des pièces. Je veux dire, il y a des véhicules quand ils ont besoin d'assistance, il faut avoir les pièces localement. On va pas commander des pièces de l'autre côté de l'océan, en Chine, en Amérique, etc. On a tout ce qu'il faut en Europe. Donc, utilisons ce qu'on a. Exactement. C'est un peu ça le sujet. J'aime beaucoup les sujets de recentralisation, de relocalisation de l'industrie. C'est des sujets que j'aborde pas mal dans The Big Shift. Qu'est-ce que tu peux me dire, là, si je te donnais une baguette magique que tu pouvais te projeter dans 40 ans, même avant ça si on peut, à quoi ça ressemble pour toi la mobilité idéale urbaine de demain? Comment est-ce que tu te la représentes? Comment est-ce que tu te l'imagines? Alors, je pense la mobilité de demain, alors, on parle de 40 ans, mais déjà dans 10, 20 ans, on va voir des énormes changements. Déjà, on va parle souvent de 2050 comme étant un peu c'est le demi-siècle, et puis voilà. C'est dans 25 ans. Voilà.
Ça, c'est Bruxelles qui nous dicte un peu les dates butoirs. Mais je pense que très rapidement, on va commencer. Alors nous, on a bossé sur des véhicules terrestres, hein, mais petit à petit, on va voir des petits véhicules qui vont commencer à décoller, à voler un peu au-dessus de nous. Donc, on va avoir une mobilité multimodale sur différents étages. On voit déjà au Japon, en Chine, etc., même à Shanghai, des véhicules qui sont des moyens de transport qui circulent déjà au-dessus de nos têtes sur des rails. Mais bientôt, on va pouvoir, typiquement la Biro, on peut l'utiliser presque comme un drone. Ça pèse 350 kilos. Si on fait un système intelligent, on peut la faire voler à 20-30 mètres d'altitude. Ce qui fait qu'on va commencer à découvrir des concepts de véhicules qui n'auront plus de contraintes de trafic. Et on va pouvoir les garer dans des mouchoirs de poche. On va pouvoir les faire décoller, les faire atterrir. Et donc, on va avoir une mobilité vraiment, un mix en fonction de l'usage de chacun. Les personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir, je sais pas, on appelait ce concept le jetpack. Ouais. Voilà, j'exclus pas qu'on ait des véhicules monoplaces. Ce genre de choses. C'est marrant parce que ça me paraît presque un peu en opposition avec le principe, tu vois, d'une voiture simple que tout le monde peut utiliser, qui est pas trop chère. Commencer à se dire qu'on va la faire voler, etc. Tu vois, est-ce que ça rentre vraiment dans ce... En fait, plus le véhicule est léger, simple, etc., plus on arrive à faire avec peu de moyens quelque chose d'assez complexe. Ouais. Par complexe, je dis pas qu'on doit dépenser énormément de recherche et développement, mais on peut vraiment, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les outils qu'on a, on peut se permettre d'évoluer sur des projets un peu fous, mais dont on a vraiment besoin. Ouais. Comment est-ce que Biro du coup s'implante dans un système de mobilité qui soit partagé? Est-ce que vous avez des systèmes qui permettent de vous dire que chacun n'aura pas forcément besoin de posséder une voiture? Alors, ouais, ça c'est super important. Biro, c'est un véhicule qui est connecté. C'est-à-dire qu'avec une application téléphonique, on peut le partager. Et je me rappelle d'un matin où je me suis levé, je pensais à ça, je disais, on te force à vendre des volumes de véhicules, alors qu'on devrait vendre des volumes d'utilisation de véhicules. Ouais. Alors j'arrive un matin, on réunit les équipes, je m'assois, je dis, on va arrêter de vendre des véhicules. Alors, tout le monde paniquait, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va vendre de l'utilisation de nos véhicules. Et on s'est mis à connecter la Biro et on a créé aussi un projet d'autopartage où on peut mettre des boîtiers dans tout type de véhicule, hein, un véhicule personnel, un nouveau véhicule qu'on va acheter ou qu'on va louer, pour permettre à des gens, un peu sous le principe de Get Around, Turo, etc., de partager son véhicule. Parce que on remarque dans les villes, moi j'ai vécu ce problème-là quand j'étais étudiant dans une grande ville, il faut payer son loyer, il faut payer ci, ça. J'exclus pas, en plus le pass Navigo, etc. J'exclus pas qu'on ait demain des grandes baraques d'étudiants, par exemple, qui se partagent des services comme des services d'habitation, le forfait Netflix, etc. et un forfait mobilité où on a 2-3 véhicules Biro partagés, où avec son application téléphonique, on utilise le véhicule quand on a besoin et son coloc l'utilise pour le reste de la journée. Et en fait, on n'a plus besoin de penser à passer le permis, on n'a plus besoin de penser à s'acheter un véhicule ou demander à papa et maman ou d'aller bosser le soir en plus de ses études pour se payer un scooter, etc. Donc c'est vraiment... C'est pour les étudiants, c'est pour des copropriétés aussi. On en parle de plus en plus sur le fait de partager des véhicules dans une rue avec ses voisins, avec des habitats partagés, des copropriétés. C'est des choses qui peuvent se faire parce que les structures de possession, en fait, un syndic de copro pourrait détenir ce genre de choses, donc c'est facile à mettre en place. C'est super simple à mettre en place. Les boîtes ont commencé à lancer ce concept-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les boîtes qui doivent le faire. C'est des immeubles. Aujourd'hui, dans des immeubles, on a des seniors qui vivent avec des jeunes, on commence à découvrir des concepts d'aide à la personne, etc. Et le partage de véhicules, ça passe aussi par cette
ce partage de notre quotidien. Et effectivement, c'est simple à mettre en place. Il y a juste un point noir aujourd'hui. Il y a 2 points, mais il y a un point noir qui est l'assurance, c'est-à-dire les assureurs, tout comme les banquiers, nous disent oui, mais c'est compliqué, multiconducteur. J'ai écouté. Et c'est là où les transformations systémiques ont besoin d'arriver pour que ce soit plus facile de. Il y a une mentalité à faire évoluer là-dessus. Et puis, je pense, mais ça, on y arrive, c'est qu'on puisse de nouveau reparler à son voisin, partager des choses, etc. Dans les grandes villes, c'est assez simple parce que son voisin, on le croise tous les... Je te file de la farine, tu me prêtes ta voiture. Voilà. Logique. Ok. Un point qui m'intéressait aussi dans ce que vous proposiez, c'est que, évidemment, Biro, c'est un modèle aujourd'hui. Des modèles de véhicules intermédiaires, on n'a pas trop dit ce que c'était, mais du coup, c'est ce qui se situe plutôt entre les véhicules à 2 roues mécaniques, qu'on dirait plutôt bicyclette, vélo, et les voitures. Donc, les véhicules intermédiaires, ça contient les voiturettes, les quadricycles, etc. Donc, vous vous situez là-dessus. Il y a d'autres acteurs qui poussent sur le territoire en France, qui arrivent aussi, comme vous, à produire. Alors, vous produisez en Italie, je crois. Il y en a d'autres qui arrivent à produire en France, en Italie, etc. Comment est-ce que vous vous intégrez dans cet écosystème de la nouvelle mobilité électrique ? Tu veux dire par rapport aux autres constructeurs européens? Non, en fait, est-ce qu'il y a un partage particulier entre vous? Est-ce que vous arrivez? Parce qu'en fait, Biro par rapport à Stellantis ou par rapport à Volkswagen, c'est des gouttes d'eau. Comment est-ce qu'on fait du coup pour s'imposer et imposer une vision de la mobilité quand on a des acteurs de ce poids-là qui font des milliards en face? Et donc, est-ce qu'il faut une sorte de synergie commune? Comment est-ce que vous faites pour partager ça? Alors, en fait, effectivement, entre petits constructeurs, on a tendance à s'entraider un peu. Ouais, j'imagine. Alors, il y a 10 ans, on se tapait dessus parce que c'était la concurrence, etc. Puis, on s'est vite rendu compte au-dessus de nous, il y avait Goliath et il fallait s'organiser. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est surtout une mutualisation des composants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lancé par exemple un projet de service après-vente multimarque pour ces petits véhicules. Et typiquement, pour nos réparateurs, c'est une galère de commander 10 pièces, 10 référentes différentes par véhicule. Donc, il faudrait avoir une mutualisation des composants pour aller abattre les coûts de production, optimiser les stocks, etc. Et c'est notamment intéressant pour l'écologie d'optimiser les stocks, les commandes, etc. Et aussi pour démocratiser de plus en plus cette micromobilité et permettre aux petits constructeurs de survivre à la vague des grands constructeurs et à la crise. Après, effectivement, les grands constructeurs, c'est pas parce qu'ils facturent des milliards qu'ils vont bien. Effectivement, ils ont un gros challenge aujourd'hui, c'est que de leurs véhicules super chers, etc., on n'en veut plus beaucoup, quoi. Donc ils vont devoir négocier un tournant assez dur, d'autant plus que les politiques à Bruxelles ont mis des deadlines qui sont quasiment impossibles à respecter. Et donc, effectivement, ils vont devoir négocier un sacré tournant stratégique et ils commencent effectivement à toquer à la porte des petits constructeurs pour demander s'il y a des collaborations possibles. Super nouvelle. Écoute, c'est un très bon mot de conclusion. Merci beaucoup, d'avoir participé au premier podcast du Clean Project en partenariat avec The Big Shift. Très content de t'avoir eu pour démarrer cette série. Avec grand plaisir. Puis avec ce beau temps, c'est royal. Hein. C'est royal. Je pense que je vais pas rentrer au bureau. Je vais rester là. Non, on va prendre un petit verre avec l'équipe du Clean Project. Exact. Et puis on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.